Pour qui aime la terre et la mer unies comme deux sœurs jumelles, poser son sac sur ces îles est un bonheur immense. Il flotte ici un parfum de bout du monde familier et le sentiment de retrouver des marins partis de France depuis quelques siècles à peine. Bonjour et bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles souvent mal localisées, qui se trouvent à l'est du Canada, à 25 km au sud de la province de Terre-Neuve. L'archipel se situe à la latitude de Nantes, mais de l'autre côté de l'océan Atlantique, le climat est différent. Ici, les courants froids venus du cercle polaire règnent en maître. Le climat est rude, souvent porté par le vent et parfois chahuté par les tempêtes. Le territoire est petit, 242 km², avec environ 7000 habitants concentrés en majorité dans la ville de Saint-Pierre, la capitale de l'île du même nom. Ce confetti de terre a la particularité de ne présenter aucune flore ni aucune faune endémique, c'est-à-dire propre à l'archipel. Pour le WWF, Organisation mondiale de protection de l'environnement, la conservation de la biodiversité de Saint-Pierre-et-Miquelon se pose donc en des termes très différents de ceux des autres collectivités de l'outre-mer. Pour découvrir l'archipel, il faut avoir eu la chance, comme moi, de rencontrer Roger Etcheberry. Guide intarissable sur la nature, infatigable pour arpenter et répertorier la flore et la faune. À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la référence locale pour tous les biologistes qui viennent y étudier. Tiens, Jérôme, tu sais ce que c'est, ça? C'est une plante? Non, je la connais pas. C'est quoi? Eh bien, c'est une sarracénie pourpre. C'est même l'emblème de Terre-Neuve. C'est dire si c'est commun dans la région. Oui. Mais encore. Eh bien, c'est une plante carnivore. Carnivore? Oui. Ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon, une plante carnivore. Qu'est-ce qu'elle mange? Elle va pas me mordre si je la touche? Ah non, ça se passe pas comme ça, quand même. Non, non. Et comment ça marche alors? Ah, tu vois, ça, c'est une feuille qui a été modifiée par la nature il y a quelques, je sais pas, millions ou milliers d'années, je ne sais pas au juste, mais enfin, c'était modifié pour faire une urne. C'est-à-dire qu'elle se sent à un moment donné recollée. Ça fait une petite bouteille. Ça fait une petite bouteille. À l'entrée, il y a des poils qui vont à descendre. C'est-à-dire l'insecte, il descend très très facilement et n'arrive pas à remonter. Alors il se fatigue et puis finit par tomber et puis se noyer. Et puis sans digérer à l'intérieur, tu vois, il y a du liquide à l'intérieur. Tu vois, Roger, j'aurais jamais imaginé que Saint-Pierre-et-Miquelon pouvait avoir une telle richesse, une telle biodiversité. On a combien d'espèces végétales, par exemple, autour de nous, là? Il y a plusieurs catégories, là. Autour de nous, c'est plutôt des plantes vasculaires qu'on a. Ça tourne autour de 600 espèces, dans une centaine d'introduites. Les particularités de la flore, la présence des animaux migrateurs, la beauté des paysages de l'archipel ne doivent pas nous faire oublier une chose. Ici comme ailleurs, se pose le défi de la coexistence des activités humaines et de la sauvegarde du patrimoine naturel. À une époque encore récente, l'inconscience de certains comportements a fait basculer le sort des îles. Il y a combien d'habitants, Roger, ici, à Miquelon? Au dernier recensement, c'est juste un petit peu en dessous de 700 personnes. Et surtout l'archipel? Environ 7000. Ça fait pas mal de gens, quand même, pour un petit territoire. Comment ça se passe, justement, cette relation entre la nature et l'occupation humaine? Ben, l'homme a toujours été dépendant de la nature ici, bien sûr, puisque l'activité principale, la raison d'être de Saint-Pierre-et-Miquelon au départ, c'était surtout la pêche. En fait, les habitants se concentrent sur Saint-Pierre parce qu'il y a ce port naturel et parce que tout est lié directement à l'activité de la pêche. Oui, été. Parce que ça a quand même malheureusement beaucoup changé, quoi. La légende de Saint-Pierre-et-Miquelon résonne encore des quais de Dieppe à ceux de Saint-Jean-de-Luz. Pendant longtemps, les hommes sont partis d'ici pêcher au large de Terre-Neuve. Puis ils se sont établis sur l'archipel et pendant près de 2 siècles ont écrit les plus belles pages de la pêche à la morue. Karl Beauperthuis est l'un des descendants de ces marins mythiques. Karl? Oui. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ah, il y a un sacré matériel, hein. Ah oui. Et là, tu fais quoi, alors? Là, ben, on refait des filets neufs pour la prochaine campagne, quoi. Et en fait, Karl, ça se passait comment autrefois? Il y a des gens de ta famille qui étaient pêcheurs? Mon grand-oncle a fait la pêche en Doris à la rame.
Il partait de la côte à la rame, Voilà. mais il allait loin. Ah ben, moins que nous on voit aujourd'hui. Ils allaient sur les fonds de pêche, il y avait autour de l'archipel, quoi. Donc, je pense qu'à la rame, ça devait faire quand même quelques coups d'aviron pour aller là. Mais bon. Il faisait quoi, 2-3 000 quand même à la Oui, maison? oui. Un truc comme ça, ouais, c'est 5 km quoi. Et c'était comment? C'était toutes les 30 secondes, toutes les minutes, t'avais une morue? À l'époque, il y avait jusqu'à tremper dans l'eau pour que ça morde. Tu lançais la ligne, tu trempais dans l'eau, dans la minute qui suivait, t'avais un poisson. Voilà. Et à Doris, ça a un bateau de combien de mètres à peu près? Ben, si tu veux, je vais t'en montrer un, hein, juste un dehors. Ah, d'accord. Un des derniers qui reste en Ah, état. celui-là? Voilà. SP Saint-Pierre. Ah, c'est un beau bateau, hein. Combien il y en avait à l'époque des Doris? Oh, il y en a eu jusqu'à, je crois, c'est 200. 250. 200, 250 qui partaient comme ça le matin à la pêche? Et c'est des embarcations qui arrivaient à porter jusqu'à 4 tonnes. Quand ils faisaient surtout la pêche à long cornet, ils rentraient à rebord. À la gueule, quoi. À la gueule, oui. Et pourquoi alors ils ont changé la méthode de pêche? C'était Bon, trop dur avec ces petits bateaux? Ben, petit à petit, le poisson s'est éloigné des côtes et puis les jeunes embarquaient sur les chalutiers. Donc au fur et à mesure, il n'y avait plus personne pour naviguer avec les Doris, quoi. Et puis, Fallait un bateau à moteur pour s'éloigner et aller retrouver le poisson. voilà. Et petit à petit, ça a disparu. Les grandes pêches en Doris, au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont plus qu'un lointain souvenir. À la fin des années 60, s'engage la course au profit. L'exploitation de la ressource s'intensifie. D'immenses chalutiers-usines remplacent les Doris. Daniel Briand de l'Ifremer analyse cette situation. Quand on considère ce qui s'est passé les 40 dernières années, on s'aperçoit que des flottilles de bateaux, des flottilles de dizaines de bateaux, ont traîné sur les bancs de pêche, sur les bancs de Terre-Neuve, des filets de pêche qu'on appelle des chaluts, grands comme des terrains de football. En même temps, les détecteurs de poissons, les sondeurs, se sont perfectionnés, si bien qu'on pouvait aller chercher le poisson, la morue, dans les moindres recoins. Et le poisson n'a pas tenu le coup. La ressource en poisson n'a pas tenu le coup. La suite est connue. Surpêche, épuisement des stocks. En quelques décennies, la morue disparaît totalement de la mer. En 1992, un moratoire est prononcé. La décision est sans appel. Interdiction de pêcher le moindre cabillaud. L'impensable s'est produit. Les bateaux sont cloués au port. À Saint-Pierre, de 20 000 tonnes de poissons traités annuellement, on passe à rien. L'économie locale s'effondre. Qu'est-ce que sont devenus les stocks aujourd'hui après plusieurs années de moratoire? Si on prend l'est de Terre-Neuve, la morue n'est pas revenue. La pêche est fermée depuis 1992, les stocks ne se reconstituent pas. Et certains, justement, disent c'est la surpêche qui a tellement été forte qu'on est allé trop loin. Ça ne peut pas revenir. Depuis 1999, les pêcheurs sont à nouveau autorisés à pêcher un quota de 400 tonnes de morue dans la zone sud de Terre-Neuve. Insuffisant pour faire tourner à plein les unités de transformation de poissons et faire vivre les marins. La flotte se retrouve réduite à une poignée d'embarcations. Karl Beaupertuis fait partie de ces 15 pêcheurs survivants qui tentent, envers et contre tout, de perpétuer la tradition de l'archipel. Lorsque j'embarque sur son bateau, son neveu est le seul membre d'équipage, signe du marasme ambiant que traverse la profession. Quelqu'un. Vous êtes que deux comme ça à bosser sur le bateau? Oui. Ça suffit quoi? Oui. Le problème, c'est que vu que les captures se font de plus en plus rares, on peut pas, Eh oui, on peut pas se permettre de travailler à trois. C'est plus facile de gagner un peu d'argent à deux qu'à trois. T'as connu la
surpêche, non, t'étais pas là. Non, j'ai pas eu l'occasion. J'ai connu la crise parce que tout le monde à Saint-Pierre en a eu connaissance et puis ça s'est passé en 92. Mais à l'époque, j'étais trop jeune pour naviguer, donc je peux pas dire avoir connu. Mais t'as senti le choc quand même, quoi. Tu t'es Ah bien oui, rendu oui, compte oui, oui. que- Moi, je sais que mon père travaillait à l'usine de traitement de poissons et ça a changé du jour au lendemain. Hein. Ça a changé ta vie, quoi, ça a hein. vraiment été la crise, quoi. Ah ouais, dur. Ironie du sort, à cause du réchauffement climatique, le cabillaud a changé ses habitudes. Il arrive timidement vers le début de l'automne au large des îles. Conséquence, sa pêche se fait dans des conditions de mer extrêmes, une difficulté de plus pour les marins pêcheurs. Sans mentir, Karl, la morue, elle a disparu, elle s'est éloignée. La vérité. La vérité, il y en a en quoi. Elle a changé un peu ses habitudes. Mais bon, le moratoire quand même a été nécessaire parce que si on avait continué au rythme où on allait, aujourd'hui on serait pas sur un bateau en train de parler. Il n'y aura même plus de bateau, parce Il qu'il n'y n'y aura aurait même plus plus de un bateau, poisson. ça serait fini complètement. Donc, Fallait arrêter, quoi, c'est Fallait sûr. arrêter le massacre parce qu'avec les gros chalutiers, il y a quand même eu du massacre. Et c'était des chalutiers de toutes les nationalités, finalement, Ah ouais, c'était pas de la France. le monde entier a pêché autour de nous, mais faut pas taper que sur les autres. Nous, on n'a pas fait mieux non plus. Aujourd'hui, c'est géré par des quotas. Et bon, s'il y a des signes de faiblesse, les quotas vont baisser. Donc c'est à chacun aujourd'hui d'être responsable et puis de pêcher ce qu'on peut pêcher, et pas plus, d'en prendre plus qu'il faut. À l'heure actuelle, la situation économique de l'archipel reste précaire. La mer offre cependant un vrai potentiel et beaucoup de voies pourraient être explorées. Sur l'île de Miquelon, Tony Hélène a eu l'idée de s'engager dans l'élevage de la coquille Saint-Jacques. Comme le cabillaud, le coquillage avait complètement disparu du paysage maritime. Mais en fait, élevage de la coquille, au départ, la coquille Saint-Jacques, c'était sauvage. Il y avait la coquille Saint-Jacques sauvage par ici. Pourquoi il n'y en a plus? Qu'est-ce qui s'est Elle passé? était présente dans les eaux, la coquille. Mais au moment où l'industrie s'est mise en place, nos amis canadiens avaient pillé déjà les bancs. Mais tu veux dire les bancs ici autour des îles? Elles sont venues dans les eaux. Dans l'est, dans le nord-est de Miquelon notamment, d'où l'intérêt de réensemencer ces zones qui auparavant, à l'état sauvage, contenaient des coquilles Saint-Jacques. Direction la nurserie. Depuis l'an 2000, Tony fait un travail de pionnier. À partir de naissins achetés au Canada, il a mis en place toute une filière qui va de l'élevage en pleine mer à la production des noix. Cette méthode pourrait offrir une alternative économique pour l'archipel. Aujourd'hui, corvée de lanterne, il faut sortir les paniers d'élevage pour nettoyer les coquilles. Donc à 10 mm, à peu près à cette taille-là, on les met en lanterne. Et un an après, elles ont déjà ont pris 2 ans. cette grandeur-là. Donc la prochaine étape, c'est un nouveau transfert à l'automne. Une lanterne plus propre, Plus à propre, on les nettoyer. transfère à moins de densité, parce qu'ils ont besoin d'un espace de vie plus important puisqu'ils vont se développer. Moins de coquilles dans chaque département, là. Voilà, et dans 2 ans, on doit pouvoir les commercialiser. Elles ont quel âge, celles-là, Tony? Celles-là, elles ont 5 ans. Donc voilà les noix. Alors là, c'est une noix qui fait 32 grammes à peu près. C'est une grosse mémère, ça, hein? Ouais, Tu me la prépares? ben voilà. Bon, hein. Pas bon. Une partie des coquillages élevés n'est plus directement consommée. Le Conseil territorial subventionne le repeuplement des fonds marins décimés par la pêche intensive. Une filière est en train de renaître,
celle de la coquille Saint-Jacques 100% sauvage. Tony, on est à combien de milles de la côte, là? On est à 4000, 4000 et demi. Et ce sont les zones d'ensemencement publiques. Donc c'est de l'ensemencement qui serviront après à la recapture par les Par tous pêcheurs. les pêcheurs de Miquelon, en fait. Peut-être pas tous, mais pour une partie des pêcheurs, oui. Donc dans 3 ans, on va les manger. Oui, on devrait pouvoir les manger. Le taux de recapture sur ces animaux sont de l'ordre de 25 à 30%. Tu vas reprendre 25 à 30% de ce qu'on va mettre à l'eau aujourd'hui? Oui, Pas parce plus. que bon, il y a de la mortalité naturelle, il y a la prédation, il y a également le... Prédation par les étoiles de mer, les étoiles je crois. de mer et les crabes. Et également la pêche qui n'est pas sélective au point de tout repêcher, quoi. Donc il en restera... Bah heureusement, finalement. Faut bien qu'il en reste quelques-unes, non? Oui, d'autant plus que ça va servir en tant que géniteur à reproduire également... Repeupler les fonds autour de Voilà, Saint-Pierre-et-Miquelon. c'est la On va démarche. essayer de ne pas reprendre celle-là, d'accord? Tu me promets? C'est coquillat et coquillette. Et celle-là, on ne va pas les pêcher. On va leur souhaiter une longue et belle vie. Allez les filles, à l'eau. Bon, bonne chance, hein? La réimplantation des coquilles en mer reste délicate. Pour que les fonds soient adaptés, ils doivent être exempts de prédateurs. Les techniciens de l'Ifremer optimisent les études. Au menu, repérage et cartographie des fonds marins, sous la direction de Daniel Briand. On envoie une caméra vidéo sur le fond pour vérifier plusieurs choses, pour vérifier la nature du fond et pour vérifier s'il y a présence de prédateurs. Just stop it again, Dan. Well, that's Cara. À partir du moment où on ensemence de la coquille, on va prendre des mesures de gestion de la zone. Il ne s'agit pas que dans quelques mois, il y ait une pêche sauvage ici. Donc il y aura probablement, il y aura, avec une concertation, il y aura un système de quotas. Sur l'isthme de l'Anglade, je retrouve une vieille connaissance. On est dans un endroit extrêmement particulier de l'archipel ici, Roger, explique-moi. Eh bien ici, on est dans la partie sud de la Grande Miquelon, juste avant le début de l'isthme qui unit Miquelon avec l'Anglade, et avec un joyau naturel au premier plan qui est la lagune salée du Grand Barachois. Donc on a une vue assez générale de l'archipel d'ici. Et ce Grand Barachois, c'est un endroit extrêmement particulier. C'est très particulier. et C'est très une lagune salée. C'est une lagune salée. Et il y a combien d'animaux, d'oiseaux, de canards? Les oiseaux, on peut dire que c'est en progression, peut-être pas grâce à nous d'ailleurs, c'est plus grâce aux Terre-Neuviens, aux Canadiens qui protègent un peu plus que nous. Mais c'est vrai que l'an dernier, il y avait quelque chose comme 850 canards noirs, il y avait une centaine de harles, peut-être 150 garrots et quelques autres. Depuis 34 ans que je regarde ça de près, c'est un record. Je pense qu'on n'a jamais eu 1000 canards dans le Barachois. Les oiseaux ne sont pas les seuls à profiter des eaux calmes et poissonneuses du Grand Barachois. Chaque été, les bancs de sable accueillent la présence d'importantes colonies de phoques veaumarins et de phoques gris, populations les plus importantes du territoire français. Pour observer les phoques, j'accompagne Thierry Vogenstal qui connaît les comportements de l'animal sur le bout des doigts. Première précaution, une approche à distance en zodiaque tout en douceur. L'animal est craintif. Tu viens le pépère, tu viens?
Ça n'intéresse pas du tout. Là, dans l'eau, ils sont assez près. Hein, ils sont... Ouais, je pense qu'ils vont passer à quelques mètres. Regarde derrière, tu vois, là, toute une ribambelle. Ah ouais. Ah, c'est parti. Attendez-nous. On va se poser là un petit moment, à peinard. Ils font quelle taille? C'est à peu près la taille d'un homme, entre 130 et 170, quoi. 1m70, une centaine de kilos. Une centaine de kilos? Une centaine de kilos. Et ça, c'est pour les phoques communs, les plus petits. Les autres font jusque 2m30, 300 kilos. Et sur ce banc, alors, Thierry, là-bas, il y aurait les deux espèces. Il y a des gris et des communs. Ouais. Donc là, les deux espèces cohabitent. Hein. Et tu vois, les plus gros, ce sont les phoques gris. Oui. Et les plus petits, les phoques communs. Par contre, les phoques communs, en fait, on voit, il y a des jeunes. Il y a des petits, oui. Tout l'été, en fait. On voit des jeunes à côté des adultes, quoi. Et qui paraissent, eux, moins sauvages, qui s'ouvrent moins. Et ils vont rester là. Bon, on est marée basse, ils sont sur les plages, sur les bancs de sable, ils roupillent. Et quand la marée monte... Ils sortent par le goulet. Et puis, bon, ils se promènent peut-être pour les petits, peut-être se promènent-ils là, et puis font leurs premières armes sur le dos de la mer, entre autres. Il arrive Ah, sur le dos de la mer? Ils montent sur le dos de la mer? Dans les premiers jours, oui. La mère se promène avec le petit, carrément, sur le dos. Et à savoir qu'au bout de 3 semaines, maman s'en va. Les petits sont sevrés, quoi. Ils sont vraiment curieux, ils regardent. Là, les petits ont déjà... ils ont 4 mois, 4-5 mois. Mais quand ils sont tout petits, ils peuvent être vraiment intrépides. Et puis venir au ras du bateau. Ah, ils viennent voir. Ils viennent voir. Ouais, c'est pas nous qui observons, là, c'est l'inverse. Regarde là, ils remontent sur le banc. Et il y a une protection qui a été mise en place pour ces phoques. Le Grand Barachois, c'est une réserve de chasse. C'est-à-dire qu'on n'y chasse pas. On n'y chasse pas. Ouais. Mais on n'y chasse pas, attends, éclaire-moi, parce qu'on pourrait chasser le phoque à coup de fusil. Non, ça se fait. Alors, pour la France, les phoques sont protégés. En fait, pour la France, toutes les espèces de phoques sont protégées. Il est interdit sur un territoire français de tuer n'importe quel phoque. Voilà. Au Canada, le phoque gris qu'on voit ici, il est chassé, lui. Alors qu'au Canada, la chasse aux phoques est l'objet de controverses, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la situation est différente. Si le phoque a été décimé pendant longtemps, accusé à tort d'être responsable de la disparition de la morue, il vit désormais en bonne intelligence avec l'homme et peut ici se reproduire en toute tranquillité. Sur 1 millier d'hectares, cette lagune du Grand Barachois et ses marais environnants composent un milieu saumâtre très utile pour la biodiversité. À ce titre, certains Saint-Pierrais militent en vue de la protection du site, étape nécessaire pour que l'archipel devienne à terme une destination écotouristique reconnue. L'isthme qui relie Miquelon à l'Anglade est un endroit de paradoxe. En fonction des vents, la mer peut être calme à l'est, furieuse à l'ouest, bleu soutenu d'un côté, grise écumante de l'autre. On comprend facilement la terrible fragilité de ce cordon sablonneux. Sandrine Vasseur, du Conservatoire du Littoral, surveille l'endroit en permanence. Ici, on est dans la branche ouest du Y. C'est la branche la plus fragile, en fait, qui peut faire 80 mètres de largeur en moyenne. Donc 80 mètres, c'est vraiment fragile. Et on a la mer de part et d'autre. Et donc la mer ronge le pied des dunes. Le vent creuse des trous au sommet des dunes. Ça fait des tourbillons, ça emmène le sable. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, on constate un amincissement du cordon dunaire ici. C'est pour ça qu'on n'en est plus qu'à 80 mètres de largeur, alors que dans le passé, il a atteint une largeur plus importante. Ah oui, c'était des centaines de mètres, c'était comment? Peut-être pas des centaines, mais un peu plus qu'une centaine, oui.
l'isthme souffre d'un mal chronique et voit par endroits s'accélérer son érosion. Ah oui, quand même, c'est pas un petit trou, hein, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, alors au départ, c'était rempli de sable et couvert de végétation, C'était une dune normale. comme tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, et au départ, alors il y a les éléments naturels et sans doute aussi le pâturage des chevaux qui a joué. En créant des sentiers, en piétinant, en creusant le sol pour trouver leur nourriture, ils ont peu à peu enlevé la végétation. Donc ensuite, les conditions naturelles, le vent et autres, ont accéléré le creusement et on est abouti à un cratère de cette taille. Vieille tradition sur l'archipel, les chevaux domestiques sont laissés en liberté. Les animaux trouvent dans l'isthme un lieu de villégiature idéal. La qualité des pâturages est la meilleure de la région. À la belle saison, la fréquentation des chevaux est la plus forte, l'érosion des dunes aussi. C'est des chevaux sauvages, Sandrine? C'est des chevaux semi-sauvages. En fait, c'est des animaux domestiques qui sont lâchés durant l'été et qui divaguent où ils veulent. Donc en fait, c'est vrai qu'ils ont l'image d'animaux sauvages pour les touristes, mais ce sont quand même des semi-domestiques. Et le phénomène de piétinement de la dune, ça augmente? T'as constaté que c'est de pire en pire? C'est la période en fait de fréquentation de la dune qui augmente. Les gens avant mettaient leurs chevaux pendant l'été, mais là le nombre de chevaux a augmenté et en plus la période de fréquentation est de plus en plus longue. Il y a des chevaux qui restent à l'année longue sur l'isthme, donc même quand la végétation est recouverte de neige. Et donc à ce moment-là, les dégâts sont forts, quoi. Oui, ils grattent la neige, ils veulent manger, effectivement. Voilà, oui, il faudrait au moins vraiment les rentrer l'hiver. Voilà, donc on essaie d'encourager les gens à reprendre leurs chevaux en écurie l'hiver, entre décembre et mai, quoi. Les chevaux laissés sur l'isthme continuellement en liberté finissent par occasionner des dégâts majeurs. Cet exemple illustre parfaitement la fragilité des équilibres entre la protection de l'environnement et la gestion des activités humaines. Pour Romain Renoux du WWF, la sauvegarde de ce patrimoine naturel est un projet de société qui nous concerne tous. Est-ce que le WWF est soutenu localement ou au contraire se heurte à des coutumes ancestrales, à des usages? Par exemple, ici, on est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comment ça se passe? Tu sais, je pense que les coutumes, les habitudes, les usages, c'est toujours des choses qui changent dans le temps. Alors, c'est bien évident que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Il faut du temps. Je pense que nous, notre rôle, c'est d'être un peu des pollinisateurs d'idées par rapport à ça. Donc, d'en discuter avec les habitants, avec les élus, avec les entreprises et faire en sorte que tout le monde, à un moment donné, ait envie de changer. Pour changer, encore faut-il avoir envie. D'abord, avoir envie, oui, bien sûr. Et puis, il faut être conscient surtout des dégâts qu'on peut faire mener sur un territoire aussi magnifique qu'ici, mais à la fois aussi petit, aussi restreint, avec des équilibres, on l'a vu, qui sont très fragiles. Il fallait d'urgence protéger l'endroit. Les autorités ont su vite réagir. La collectivité s'emploie à renforcer la côte avec des digues en pierre. Ailleurs, pour accélérer la revégétalisation, les sols sont rapiécés avec de la toile de coco et fixés avec de l'oya. L'état de l'isthme progressivement s'améliore, à un moment où sa fréquentation s'accroît. Depuis quelques années, l'île de Langlade est devenue la résidence d'été à la mode pour les Saint-Pierrais. Tout le monde a commencé à rénover sa cabane de pêche, d'autres constructions ont rapidement suivi. Depuis, c'est le développement d'un habitat non maîtrisé et tous les travers qui vont avec. C'est quoi là, toutes ces voitures, tous ces 4x4, qu'est-ce que ça fait là? Alors c'est les gens qui amènent leurs voitures sur Miquelon et Langlade l'été pour leur permettre d'aller un peu partout dans le milieu naturel et puis circuler librement sur l'archipel. Pas très écologique ça quand même. Non, pas du tout, mais après on ne peut pas interdire aux gens d'avoir leur véhicule, non, donc voilà. Sur l'utilité du 4x4, inutile de s'étendre. Ici c'est le roi. Et le roi a tous les privilèges, notamment celui de s'aventurer en dehors des routes, sur l'isthme ou ailleurs, et de labourer en permanence la faible couche de substrat qui recouvre l'archipel.
Et voilà la capitale, Saint-Pierre, magnifique dans cette lumière. La ville mérite de longues promenades. Là, chaque maison est une partie de l'histoire. Mais j'aime à chercher l'envers du décor. Celui-ci est à 3 minutes du centre-ville. Visite guidée en compagnie de Frédéric Clairaut, responsable de l'environnement à la mairie de Saint-Pierre. Autour de nous, on a 30-50 poubelles des 6 000 personnes, 7 000 personnes qui sont à Saint-Pierre. C'est ça. Ça fait à peu près 35 ans, on va dire, que le site est ouvert. Et donc, il y a 35 ans de déchets provenant de tous les habitants de Saint-Pierre. Ouais, les particuliers viennent ici, les industriels. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout public. Donc on mélange tout, on mélange les frigidaires, les ordures ménagères, les pneus, les tas de ferraille. Explique-moi un peu, comment c'est possible? On essaie de faire un tri sommaire, mais c'est vrai que bon, c'est les conditions de traitement actuelles sur l'archipel. C'est-à-dire que t'as pas le choix de faire autrement, ça doit se passer comme ça se passe comme ça et personne ne dit rien. C'est normal. Non, c'est pas que c'est normal, mais c'est les habitudes de traitement local. Maintenant, c'est vrai que la réglementation a beaucoup évolué dans ce domaine, mais il y a énormément de problèmes à l'appliquer en tant que tel sur l'archipel. Pas de tri sélectif, aucune unité d'incinération. Le stockage des ordures est actuellement un très grave problème pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Et aucune solution viable n'a été trouvée à ce jour. Pourquoi ça se passe comme ça, Frédéric? Il n'y a pas une belle usine où on recycle tout ça ou... Le gisement, malgré ce que ça représente visuellement, est trop faible pour avoir des équipements standards, je dirais. On passe obligatoirement à des équipements beaucoup plus petits, donc encore plus chers que la normale. Mais bon, plusieurs problèmes se posent localement. Le gisement étant trop petit, donc l'usine d'incinération n'est pas quelque chose de viable. Ça provoquerait encore des surcoûts, notamment au niveau des traitements des fumées, des traitements des mâchefers. Et au niveau des centres d'enfouissement, le gros problème, c'est qu'on est sur de la rhyolite. Ah oui, tu peux pas creuser pour enfouir, ça tu peux pas. On peut pas. Seule solution quand le vent le permet, l'incinération de surface. On imagine la suite. L'air devient irrespirable, les résidus s'envolent, la pollution gagne la mer. L'immobilisme des pouvoirs publics est révoltant à l'heure d'une soi-disant mobilisation pour sauver la planète. Le gouvernement doit prendre les décisions nécessaires pour que les déchets soient partout traités de façon durable. Cette décision est une urgence absolue pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'ensemble de toutes nos communautés de l'outre-mer. Du nord de l'île de Saint-Pierre, d'un saut de puce en bateau, on débarque sur le Grand Colombier. Ce caillou inhabité, d'à peine 1 km², offre un refuge idéal pour les colonies d'oiseaux. Saint-Pierre-et-Miquelon est en effet situé sur un couloir de migration. Entourées d'eau poissonneuse, les îles sont une halte idéale et beaucoup d'espèces ont élu domicile au Grand Colombier, situé à l'écart des hommes. Seuls quelques amoureux de la nature et les ornithologues fréquentent l'endroit. C'est le cas de Sylvie-Hélène Mahé, qui accompagne Jérômine. Sylvie, c'est pas d'accès facile ici, hein? Bah non, t'as vu déjà pour accoster avec le bateau, c'est pas facile pour débarquer. Et donc là, déjà pour monter les premières dizaines de mètres, c'est assez à pic, assez abrupt. C'est le paradis des oiseaux. L'homme peut pratiquement pas venir ici. Et voilà. Pas de prédateurs? Bah non, c'est vrai que c'est, on va dire, les plus courageux et les plus sensibles à la nature qui osent affronter le Grand Colombier. Ce serait pas un nid, ça? Oui, ici on voit effectivement un terrier de macaremoine. C'est une population très importante qui niche sur le Grand Colombier. Les macaremoines n'ont pas de nid comme la majorité des espèces d'oiseaux. Ils creusent des galeries à même le sol sous la terre finalement, aidés de leurs pattes et de leur bec principalement. Ça va profond quand même?
Oui, les galeries peuvent faire environ entre 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Et pourquoi il va si profond? Ça a un intérêt spécial? Déjà, je pense que pour s'abriter des conditions climatiques, pour être bien à l'abri, il a moins froid, oui. voilà, le petit est bien au chaud et bien préservé des éléments. Et puis, même si le macareux ici est à l'abri des mammifères prédateurs, il est par contre pas à l'abri des oiseaux de proie qui pourraient éventuellement venir s'attaquer aux petits. Et t'as d'autres espèces, d'autres nids? On va voir? Oui, alors plus haut, on peut rencontrer d'autres espèces d'oiseaux. Le clown de mer, c'est le surnom donné au macareux moine, est un oiseau qui niche sur les pentes herbeuses du Grand Colombier pour les besoins de sa reproduction. Le reste de l'année, il vit en haute mer où il pêche jusqu'à 15 mètres de profondeur. L'espèce est menacée au large de Terre-Neuve. Elle est la première victime du dégazage à répétition des pétroliers. Autre oiseau à nicher dans des terriers, le pingouin à tête noire ou pingouin torda. D'une taille plutôt petite, il vole d'une façon amusante avec de rapides battements en trajectoire toujours rectiligne au ras de l'eau. Sylvie, on a combien de macareux ici sur le Grand Colombier? Alors, on estime à environ 10 000 macareux qui nichent sur le Colombier chaque année maintenant. C'est bien. C'est plutôt bien dans le sens où dans les années 80, on en avait compté environ 400. Donc on peut dire que la population s'est vraiment bien installée et il y a vraiment une bonne évolution de la population. Ah, c'est super. Alors les petits pingouins, c'est assez récent qu'ils nichent sur le Grand Colombier et on en a dénombré en 2004 environ 300 individus. Donc c'est aussi en bonne voie. En 80, il y en avait combien? Dans les années 80, on n'en observait pas du tout sur le Grand Colombier. Il y en avait juste quelques-uns qui nichaient sur des falaises le long de Saint-Pierre. Et là, cette colonie a dû certainement se déplacer, s'installer ici bien plus tranquille certainement. Elle se développe avec bonheur. Ouais. C'est super, c'est une super bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les macareux, mais pour nous aussi, parce que c'est toujours un régal de pouvoir les observer comme ça, autour de nous, si proches de nous. C'est vraiment une chance qu'on a. Et je dirais que même pour la France, pour les côtes françaises, on est aussi une richesse dans le sens où cette population est la plus importante qui appartient au territoire français. Pour le territoire français, c'est ici au Grand Colombier de l'archipel qu'on a la plus grande population de macareux et de petits pingouins. Oui, effectivement, parce qu'on sait qu'il y en a quelques centaines de couples en Bretagne, notamment aux 7 îles, qui font l'objet d'une protection très importante. Mais ici, donc, c'est en milliers qu'on compte les macareux. Sylvie, il est protégé ce rocher? Alors non, le Grand Colombier ne fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière. Donc en fait, l'accès est libre et voilà. Il faudrait faire quelque chose quand même. Il pourrait y avoir des mesures de protection peut-être ponctuelles dans la mesure s'il y avait vraiment une fréquentation accrue de l'homme, pas marcher n'importe où, éventuellement baliser un sentier, oui, bien sûr. ne pas se promener avec des chiens ou des choses comme ça. Pour le moment, ça va. Voilà. De temps en temps, il y a quand même des gens qui viennent le week-end, il y a des promeneurs. Est-ce qu'ils font vraiment attention de ne pas lâcher un chat, qu'il n'y ait pas des rats? Les gens sont conscients de ça? Pas forcément toujours, mais c'est sûr que c'est des informations qu'il faut faire passer, ne surtout pas introduire de mammifères qui pourraient s'installer, comme c'est vrai, le chat peut-être pas trop, mais par exemple les rats qui peuvent décimer des colonies d'oiseaux en rien de temps, en très très peu de temps. Le contraste est saisissant entre la roche nue de Saint-Pierre et les paysages de Miquelon. L'explication est simple. Une île a été déboisée par l'homme, l'autre beaucoup moins. Au nord de Miquelon, Roger Etcheberry me guide à l'intérieur d'une forêt unique sur l'ensemble du territoire français, la forêt boréale.
Roger, c'est quoi une forêt boréale? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est composé surtout de résineux hein, qui sont dominants, comme le sapin baumier. Dans une moindre quantité, on va dire, il y a de l'épicéa blanc. On l'appelle aussi quelquefois forêt mixte, puisqu'il y a un certain nombre de feuillus comme sorbier, bouleau, némopente, viorne. Cette forêt, elle est très précieuse. Pourquoi exactement? On dit que c'est la seule du territoire français. C'est la seule forêt boréale qui soit en territoire français. Oui, bien Oui. sûr, évidemment. Roger, cette forêt, elle est terriblement fragile. Bien sûr, oui. Elle a du mal, elle en bave. Eh bien oui, puisqu'il y a le climat d'abord hein, qui est rude. Hein, les températures sont quand même très moyennes. Si c'est quand même 5,5 degrés de moyenne annuelle. Hein. Et quand le vent s'y met, c'est encore beaucoup plus froid. Aussi, et puis... La neige. Oui, il y a tout cet impact-là sur la forêt. Et puis verglaçante aussi, c'est assez dramatique. Puis on a un sol qui est très pauvre. Hein. Regardez, là, il y a pratiquement pas de sol, que les racines poussent à l'horizontale, donc elle est très vulnérable au vent. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop l'éclaircir non plus, parce que les arbres ils se soutiennent les uns sur les autres. Ils se tiennent les uns aux autres. C'est un ensemble. Oui. Cette forêt doit s'accommoder de la présence du cerf de Virginie et des lièvres variables et arctiques. Au fil des ans, la surabondance des deux espèces fragilise l'écosystème. Bruno Le Tournel, de l'Office national de la chasse, l'explique à Jérômine. Tu vois, je vois une bête là-bas au loin, sur la butte là-bas. Oui. La ligne de crête. Prends les jumelles parce qu'elle est assez loin. Donc tu as vu la grande butte là-bas. Tu as 3 cailloux blancs, mais sur le dessus de ça. Au-dessus. Sur la droite. OK. Sur la ligne de crête. Je l'ai. Un mâle. Oui. Tiens, je vois une bête là qui court en ce moment. Elle est loin? Non, à peu près 300 mètres de nous. Je l'ai. On y va? Oui. Merci. Et le cerf, Bruno, il a pas toujours été ici, il a été apporté par l'homme? Donc oui, c'est une espèce qui a été introduite en 1953 à partir de 14 individus. 14 individus qu'ils ont amenés d'où? Du Nouveau-Brunswick. Et puis donc c'était un but de chasse. Pour les chasser, pour faire de la viande, pour les chasser. Voilà, oui, sans trop savoir évidemment si l'espèce allait vraiment proliférer et s'adapter, quoi. Hein. Oui. Et puis effectivement, il s'est adapté, il s'est développé. Et puis tu m'as parlé des lièvres. Le lièvre, il a été introduit ou il est né ici? En fait, il y a eu 2 espèces de lièvres qui ont été introduits sur l'archipel. La première, c'est le lièvre d'Amérique ou le lièvre variable en 1880. Donc ça date quand même de plus d'1 siècle. Et tu as le lièvre arctique qui, lui, donc l'introduction est beaucoup plus récente. Elle date de 1980. Tu vois là, il y a des dégâts là, ici. Oui, on voit aucune jeune pousse, on voit pas de petits arbres qui redémarrent, c'est vrai. Hein. Ça, c'est inquiétant, quoi. Et tu vois ici, par exemple, ça c'est un sorbier. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il a plus du tout d'écorce? Il a été écorcé par le lièvre. Donc en fait, il est mort, l'arbre, il est fichu là. Hein. Ah là, il est fichu, oui. Il est mort, là, l'écorce a été enlevée sur tout son tronc, donc il n'y a plus de montée de sève possible. Et il n'y a pas beaucoup de sorbiers en fait dans la forêt boréale? Donc effectivement, ici, le sorbier est peu représenté. Hein, et si ça continue comme ça, il n'y a plus de sorbier dans quelques années, quoi. Bruno m'emmène au sud de l'île de Langlade, là où les cerfs ont été historiquement introduits. À cet endroit, le constat est alarmant. La forêt est dans un état critique pour sa survie. C'est la raison pour laquelle l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a choisi ce lieu pour mener une étude d'impact.
Alors là, Bruno, en fait, on va rentrer de nouveau dans la forêt boréale. Explique-moi, c'est quoi cette histoire d'enclos? Pourquoi il a fallu instaurer ces enclos? Donc, pour mesurer l'impact des gibiers introduits dans l'archipel, l'impact sur la forêt, on a installé un dispositif qui est un enclos. Donc, le but étant de voir à l'intérieur de l'enclos le développement de la végétation en l'absence d'animaux. Protégé de l'approche du cerf. Voilà, de tout animal. Et donc, à l'extérieur, vous avez le témoin qui, lui, donc, est soumis à la pression du gibier. Ici, il y a des traces de cerf. Ah oui, il y a des belles traces là. Il y a peut-être même pas longtemps qu'il est passé. Non, ça doit être de la nuit. T'as vu, ça grimpe, hein? Ça monte, oui. Ici, la présence du gibier ne fait aucun doute. Cet épicéa, qui a été grignoté par les lièvres, a perdu la moitié de son ramage. Tiens, viens voir, Jérôme. Il y en a un là? Ah oui. Celui-là. Il est abîmé? Et j'ai vu celui-là tout à l'heure, tu vois, regarde. Ah ouais, c'est évident. Là, on voit que l'arbre a été fortement brouté. Ah, et oui. ici, on voit bien les coupes, c'est le lièvre. C'est le lièvre, ouais, c'est très visible. Hein. Ça affaiblit l'arbre et ça la ralentit sa croissance. Ouais, mais il est mangé de partout, de partout. Majestueux, hein, c'est clair ça. On voit qu'il souffre, il est tout tortueux, il est tout... Ah oui, mais... Il n'est pas droit, tu vois, Oui, ah, ça fait quelque chose. Il va végéter pendant des années. Hein. Il va rester nain, énanisme, oui, il va rester tout petit. Oui. Tu vois, on arrive à l'enclos, là. Ah, c'est pas très grand, hein? Maintenant, ça fait 20 mètres par 20 mètres. Tu as un développement, là, dans cet enclos naturel de la forêt. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus beaux, hein. Ils sont bien droits, c'est vrai que ça se voit bien. Selon les premiers résultats de l'ONCFS, la cohabitation de la forêt boréale avec les espèces introduites est viable, à condition de réduire considérablement les cheptels. Tous les regards se tournent alors vers la forte communauté des chasseurs, pour qui le gibier doit rester en abondance. Les intérêts sont donc divergents. Le président des chasseurs, Marcel Dagor, en a bien conscience. Nous sommes des chasseurs, je dirais, responsables. Et on est parfaitement conscient du fait que la forêt est nécessaire au gibier. Et si nous voulons continuer à pratiquer notre sport, on n'a pas le choix que de réserver un équilibre le mieux possible, en fait. Bah oui, de toutes les façons, si les cerfs mangent toute la forêt ou les lièvres... Il n'y aura plus de cerfs, il n'y aura plus de chasse, il n'y aura c'est plus fini. rien, ni forêt, ni cerf, ni on se doit de gérer le plus précisément possible. Et comment ça se passe? Il y a des comptages, il y a concrètement sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font de positif pour justement que tout se passe bien? On fait au minimum 2 comptages annuels, toujours aux mêmes dates, sur les mêmes points, avec 2 observateurs à chaque fois. On sait qu'il y a à peu près, allez, on va dire 1000 animaux au total sur les 2 îles. 1000, tu parles des cerfs? 1000 oui, cerfs. 1000 cerfs, on en prélève à peu près entre 350 et 500 selon les années. On sait que la reproduction, c'est 35% de survie à peu près des nombres d'animaux restants sur le site. Donc on essaie de gérer au mieux. Mais quand même, immanquablement, il y a toujours des gens qui ont peur de manquer, des gens qui ont peur qu'il n'y ait plus de chevreuil ou qui veulent une espèce de garde-manger, comme une réserve. Il y en a quand même toujours. Oui, bien sûr. Ça a été d'ailleurs nos erreurs principales, c'était ça. On a trop préservé le chevreuil en disant que si on en prélevait trop, notamment, en fait, il n'y en aurait plus, ou en tout cas plus suffisamment. C'était la crainte que, justement, de plus en avoir. Oui, on a voulu trop bien faire. Et c'est pour ça qu'on a porté atteinte un petit peu, notamment à la forêt de l'Anglade, parce qu'on a préservé trop l'animal. Vous avez laissé trop d'animaux continuer à se multiplier. Absolument. Donc en fait, disons en gros que le bon chasseur est aussi un amoureux de la nature. Et ce qui est plus beau que ça, le lever du soleil sur un marais comme ici, c'est magnifique. Vous avez les outardes, vous avez les canards qui peuvent venir, les chevaux qui peuvent passer tout près de vous, c'est extraordinaire.
Voilà, nous quittons Saint-Pierre-et-Miquelon, sa forêt boréale, ses chevaux en liberté et ses mammifères marins. Ces beautés, la nature nous les offre avec générosité. Il est de notre devoir de les respecter. Soyons vigilants pour pouvoir ensemble encore longtemps parcourir les sentiers de notre beautiful planète. Au revoir!